Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour cette nouvelle série de 3 webinaires qu'on va faire sur le mois de mai et le mois de juin pour parler de notre nouveau livre, 3 méthodes marketing pour les RH. Alors je ne peux pas vous le montrer encore ce livre, mais il ressemble beaucoup à celui-là, sauf qu'il est vert, et qu'on va parler de marketing RH. Et pour parler de ça, je suis aujourd'hui accompagné de Chloé Duval, avec qui on a rédigé le livre, et elle a surtout porté tout l'effort de poser ces 3 méthodes, et Hervé Solus, qu'on a interviewé dans le cadre de ce livre. Hervé Solus, qui est le fondateur, dirigeant de Digital Recruiter, ancien client, et qui nous a aussi volé un de nos meilleurs collaborateurs, Thomas Guaran, qui est passé par quelqu'un d'autre avant, donc on a une relation de quelques années, que je vais laisser aussi se présenter Chloé, puis on va attaquer une discussion autour du recrutement et du marketing dans le cadre du recrutement, et vous présenter en fin de webinaire les quelques pages de la méthode sur l'acquisition candidat, et on fera comme ça un webinaire sur chacune des méthodes, marque employeur, acquisition candidat et expérience collaborateur, tout au long de ces prochaines semaines pour bien vous présenter le livre qui sort le 11 juin. Donc passez commande déjà sur vos sites préférés pour le recevoir, le livre, au moment de sa sortie. Hervé, à toi de te présenter, puis Chloé, et puis on lance la discussion. Avec plaisir, merci Gabriel. Je précise, je ne t'ai pas volé Thomas, puisqu'il est passé en effet par une autre entreprise avant. J'ai été le chercher dans l'entreprise d'après. On a quelques valeurs chez Digital Recruiter, sinon je ne pas permis. Digital Recruiter, c'est une boîte que j'ai cofondée avec Laurent Schulzendorf. Je suis le CEO de cette boîte depuis 2015. Digital Recruiter, c'est une plateforme de recrutement qui est dédiée aux organisations multisites, multimarques et internationales. On apporte donc une solution avec 2 piliers, un pilier site carrière en marque blanche et un ATS spécifiquement dédié pour les organisations multisites et donc pour être utilisé par les opérationnels. Rapidement, on a 150 clients à peu près, 35 000 utilisateurs. Nos clients s'appellent Monoprix, Franprix, Decathlon, etc., etc. Voilà, beaucoup de réseaux dans l'industrie, dans les services, dans le retail et d'une manière générale en France et à l'international. Bravo. Merci. J'étais au début du projet, donc sacrée aventure et sacré avancement. 23 pays maintenant et 9 langues, on bosse un peu. C'est beau. C'est gentil. Il reste beaucoup à faire, je te rassure. Bon, toujours. Chloé ? Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de partager ce webinaire sur l'acquisition candidat. Alors moi, je suis consultante pour 1 minute 30 depuis un peu plus d'1 an maintenant, et je suis spécialisée chez 1 minute 30 sur tous les sujets autour de la marque employeur. Par ailleurs, j'ai une carrière dans le conseil. Ça fait 25 ans que je fais du conseil en marketing et en communication. Une quinzaine d'années auprès de grands groupes de banquiers d'assurance, et puis ces dernières années, c'était plus PME, ETI. Et Chloé a fait un formidable travail sur le livre. On a réussi à sortir dans un temps très court c'est ce livre avec 330 pages, très qualitatif, ces 3 méthodes et tout. Je tiens à te féliciter devant Merci tout le monde beaucoup. aujourd'hui. C'était un gros boulot et dont on est tous très fiers maintenant que c'est sorti. Enfin, c'est en cours d'impression, mais on sera tous très fiers quand on l'aura en main et qu'on pourra vous le partager. J'attaque tout de suite avec les premières questions pour vous. Le cœur de la méthode et la manière dont on l'a conçue, c'est de se dire que le collaborateur est un client comme un autre et qu'il faut le considérer comme un client ou le traiter avec le même égard qu'on traite les clients et donc avec un peu les mêmes méthodes, les mêmes outils, les mêmes démarches que celles qui sont mises en place dans le marketing pour créer une marque, pour travailler sur l'expérience collaborateur ou pour mettre en place des stratégies d'acquisition. Et donc, on fait ce parallèle tout au long du livre, on partage des outils qui viennent du marketing auprès des RH. Et pour essayer d'étayer tout ça, ma première question, ça va être de vous demander comment le métier de recruteur a évolué ces dernières années, comment le digital l'a amené à changer,
et typiquement Hervé, comment ces nouveaux outils rapprochent sa fonction en partie des fonctions marketing. Oui, alors d'ailleurs pour donner un peu de crédibilité à ma réponse et pour expliquer pourquoi elle sera peut-être pas très orientée RH, moi je viens pas des RH, hein, donc c'est quand même important de le préciser. Moi, je viens du marketing. Et finalement, quand je me suis intéressé à ce métier du recrutement en général, la gestion des collaborateurs par extension, c'était en 2011 et on était au tout début de la marque employeur. La marque employeur, c'est un phénomène qui a 10 ans, en tout cas dans notre pays en France, et la marque employeur, ça n'est que du marketing. C'est comment est-ce que l'entreprise va attirer des nouveaux candidats. Et du coup, pour être en mesure d'attirer des nouveaux candidats, l'entreprise a dû adopter des stratégies qui sont évidemment empruntées au marketing, puisqu'on parle de séduire des candidats, c'est que c'est exactement la même chose que de séduire des clients. Et donc, l'entreprise a dû apprendre à modifier son approche. On est passé il y a 5 millions de chômeurs, ils ont qu'à se débrouiller pour nous séduire, il faut que parmi les 5 millions de chômeurs, on trouve les candidats dont on a besoin et que ce soit eux qui s'intéressent à nous, et donc on va faire des efforts. Et donc la première évolution, ça a été celle-ci, c'était vraiment un changement de paradigme, et du coup ensuite, il a fallu aller piocher dans deux choses. D'abord, piocher dans des compétences au sein des équipes pour être en mesure de créer au sein de sa propre entreprise une plateforme attractive pour le candidat ou des stratégies d'exposition de la marque ailleurs que sur le site carrière ou ailleurs que dans l'entreprise auprès des candidats. Et puis ensuite, il a fallu évidemment se doter ou en parallèle se doter d'outils qui permettent à l'entreprise de maîtriser cette acquisition candidat. Je pense qu'on reviendra sur ça, mais Chloé, je sais pas ce que tu en penses. Ce que je trouve, c'est intéressant de voir que le vocabulaire lui-même a changé. En fait, oui, on parle toujours de recrutement, mais on parle de plus en plus d'acquisition de talent, talent acquisition, si on veut le dire en anglais. Et ça reflète exactement ce changement de paradigme. C'est-à-dire que maintenant, le recruteur, il est proactif. Il peut pas se contenter d'attendre qu'on vienne le chercher. Il doit être proactif pour être visible. La concurrence c'est fortement accrue. Et on n'est pas en concurrence seulement avec les entreprises de son secteur, on est en concurrence avec bien d'autres entreprises, en tout cas sur un certain nombre de métiers, notamment les développeurs, l'IT. Donc voilà, ce mot d'acquisition montre bien qu'on doit aller chercher dans un contexte concurrentiel, ce qui nécessite effectivement de développer un certain nombre d'outils et de compétences nouvelles. Ouais, on peut ajouter qu'il y a du coup la nécessité d'une certaine cohérence dans la boîte que je dirigeais avant, qui n'avait rien à voir avec le recrutement. La boîte était organisée en réseau aussi, et il y avait toujours cette problématique de le marketing décidé par la tête de réseau et puis le marketing fait par le point de vente localement, qui expliquait d'ailleurs à la tête de réseau qui n'a strictement rien compris, que la vérité. C'est qui ? Oh, je vais pas donner de nom, peu importe. C'est universel en fait, c'est dans tous les réseaux, c'est la même chose. Le gars dans sa boutique, il t'explique que il connaît son tissu local, et d'ailleurs il a raison parce qu'il connaît son tissu local. Cela dit, il faut pas que le message qui est conçu par l'entreprise soit dilué au risque que finalement localement il ait plus de portée et qu'il n'y ait pas d'attractivité de l'entreprise. Et donc l'un des phénomènes engendrés par la marque employeur ou la nécessité de devenir une entreprise attractive, ça a été aussi de maîtriser la communication de bout en bout. Et d'un point de vue corporate, y compris dans une entité locale, peu importe que ce soit un point de vente ou une usine, et dans le vocabulaire ou les process utilisés par les recruteurs, que ce soit des recruteurs de métier, que ce soit des RH généralistes qui font du recrutement ponctuellement, ou que ce soit, qui est une problématique que je connais bien aussi, les recruteurs qui sont faits des opérationnels dans le point de vente. L'opérationnel dans le point de vente doit être dans la continuité et en parfaite cohérence avec l'ensemble de la stratégie de communication de marque employeur de son entreprise, sans quoi s'il y a une rupture dans cette chaîne de communication, il y a immédiatement une sanction. Le candidat le décèle parce que on est tous effroyablement, je choisis le mot à dessein, conscients des mécaniques de communication qui sont créées pour nous toucher, et donc évidemment c'est décodé par le candidat et le masque tombe. Donc il faut une cohérence et il faut beaucoup d'honnêteté
de la part de l'entreprise, parce que la marque employeur, c'est pas juste faire coucou à vous, c'est formidable. Quand j'achète un yaourt qui me donne envie, il faut que quand je le goûte, il soit bon, parce que sinon j'en rachète pas. Et ben là, c'est la même chose. Je peux pas faire la danse du ventre. Et puis quand le candidat arrive dans l'entreprise, m'apercevoir que tout ça, c'était un écran de fumée. Donc, ce travail de marketing, c'est beaucoup plus que du marketing. Je trouve que c'est important de le souligner. C'est la traduction d'une véritable promesse marketée pour donner envie. Et il y a pas mal d'entreprises au début qui se sont trompées un peu de sujet et qui ont fait un bel emballage. Ouais, que de la com, quoi. Voilà, mais qui s'appuyaient pas sur des vraies valeurs. Et si sur l'aspect recrutement aujourd'hui, quels sont les freins à l'évolution du recrutement au sein des entreprises dans cette guerre des talents? Tu veux commencer, Chloé, Hervé? Ouais, les freins, je pense que c'est déjà quand on voit la multiplicité des outils autour du métier RH, je crois que ça c'est un des freins. C'est savoir s'y retrouver dans ces outils qui ne cessent de changer. Il y en a des nouveaux chaque année. Là, je regardais ce qu'on appelle la RH Tech. Donc, toutes les startups RH, rien qu'en France, il y en a 600 aujourd'hui. Et les métiers sont de plus en plus de ces startups sont de plus en plus spécialisés. Et notamment sur le recrutement, on découpe en fait chaque partie du recrutement dans des petites étapes, petites briques du métier. Donc voilà, c'est pas simple de s'y retrouver, et je pense que c'est probablement un des freins. Puis c'est nouveau, donc il faut bien tester. Ça fait partie d'un état d'esprit aussi propre au digital, le test and learn. On connaît pas forcément, on teste, on regarde, peut-être qu'on se plante, et dans ces cas-là, il faut corriger, il faut changer d'outil, et c'est pas évident d'adopter cet état d'esprit. Je sais pas ce que tu en penses, Hervé. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as vécu ça? Moi, nous au Marketing Space, on partageait les locaux à un moment avec le comment ça s'appelle, pas le club RH, mais le Lab RH, et effectivement, on voyait cette effervescence de start-up RH auquel tu appartiens. Comment réagissent les RH et les directions RH qui n'avaient quand même vraiment pas l'habitude d'être outillés auparavant? Comment Je pense que c'est le principal point, hein. Quand on parle de freins ou de véritables enjeux pour l'entreprise sur les enjeux de recrutement, en fait, moi je repars un petit peu plus loin que ça. Je me dis que le véritable enjeu pour les entreprises, c'est l'accélération du temps dans tous les secteurs, et ça nous touche tous dans nos boîtes à nous. Et l'accélération du temps en matière de recrutement, c'est la nécessité de recruter beaucoup plus vite. Et du coup, la pression sur l'accélération du recrutement, parce que c'est un enjeu business qui évidemment va impacter immédiatement le compte de résultat de l'entreprise, a obligé l'entreprise à repenser sa manière de recruter. Et finalement, du coup, le recrutement s'est extraordinairement professionnalisé. Il y a beaucoup plus d'exigences aujourd'hui pour maîtriser des process de recrutement qui sont adaptés à chaque type ou typologie de personnes recrutées ou à chaque bassin d'emploi. Donc, il y a beaucoup plus d'exigences, on va beaucoup plus dans la finesse. La difficulté auxquelles font face les entreprises aujourd'hui, c'est que, comme le disait Chloé, pour être en mesure de faire ça, il faut maîtriser deux choses. Il faut maîtriser des outils. Donc, déjà, il faut faire de la veille, il faut être au courant, il faut tester. Et donc, il faut avoir aussi du budget. Ça, c'est un autre frein. C'est qu'on ne peut tester des outils que si l'entreprise a décidé d'y mettre de l'argent pour comprendre si ces outils sont efficaces. Et là, c'est quand même, on le constate, pas toujours le cas. Et puis, une fois qu'on a testé ces outils, qu'on peut les mettre en œuvre, il faut être capable d'apprécier le résultat. Et nous, on observe que il y a clairement une marge de progression importante dans les entreprises sur la compréhension du fonctionnement du digital. Et on va sortir un bouquin sur le thème pour aider les RH à comprendre le digital. Parce que le digital, quand on doit créer une campagne sponsorisée sur Indeed, c'est pas du tout les mêmes connaissances que si on veut utiliser un outil de sélection par question en vidéo, par exemple. Ça, c'est complètement plug and play. On a compris comment ça marche, c'est facile. Mais être capable de créer une campagne sponsorisée d'AdWords dédiée au recrutement, non, ça nécessite des compétences. Quand on met en place un site carrière, on a besoin de comprendre ce que c'est qu'un SSL, une DNS, etc. Et on est très très loin du métier du recruteur. Et encore plus loin du métier RH pour les entreprises qui n'ont pas d'équipe dédiée au recrutement.
Donc, c'est un vrai enjeu pour les boîtes de voir comment est-ce qu'elles vont gérer ça. Est-ce qu'elles vont prendre des gens au marketing et puis allouer une partie de leur temps à aider l'équipe de recrutement sur les sujets de marketing? Est-ce qu'elles vont former des RH qui deviennent des recruteurs qui font que ça à ces outils-là, etc., etc. En tout cas, il y a un véritable enjeu parce que ceux qui le maîtrisent, on le voit bien nous chez nos clients, dans les entreprises les plus exigeantes, dans lesquelles le temps de recrutement est l'enjeu business le plus fort, il y a un fort investissement et généralement les recruteurs viennent des opérations. C'est pas des gens qui viennent des RH. Ça, c'est un phénomène qu'on observe depuis 10 ans, qui ne fait que s'accélérer. On se rend compte que dans ces boîtes-là, dans les boîtes dans lesquelles il y a des équipes dédiées au recrutement, les opérationnels viennent des RH. Et puis, on s'aperçoit également qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui créent ces équipes de recrutement, qui sont des task force au service de la boîte et qui généralement investissent et maîtrisent très bien le digital appliqué au recrutement. Et puis, il y a des entreprises qui, à l'opposé, n'ont absolument aucune équipe de recrutement. Je pense à une qui est Decathlon, qui est un de nos clients et qui est, du coup, je connais très bien, qui est une boîte juste incroyable. Alors, eux, ils ont pris un autre parti. Ils disent finalement, le chef de rayon, c'est lui qui recrute. On le forme. Par contre, à côté de ça, il y a une équipe marketing au sens large, marketing SI, qui est très proche et qui est extrêmement vigilante à la performance du site carrière, des annonces, des médias qui y sont mis, qui analysent, qui regardent les stats, qui améliorent sans cesse, etc. Et du coup, là, c'est très marrant parce qu'on a le recruteur sur son métier, même si c'est un opérationnel, formé, outils simples, etc. Et on a vraiment la professionnalisation de l'aspect marketing gérée par une équipe qui fait que ça. Et c'est des pointus chez Decat. C'est quand même une boîte inouïe. Et c'est des gens qui sont vraiment des experts. Moi, c'est ça que j'observe en termes d'évolution sur ces dernières années. Et en termes, je vais d'abord vous poser la question d'Asna qui pose la question de comment les cabinets de conseil attirent des candidats qualitatifs. Donc, elle est vraiment sur les cabinets de recrutement. Comment ils se distinguent, ils innovent pour établir une relation qualitative et de confiance avec les candidats à haut potentiel. C'est cabinet de recrutement ou cabinet de conseil? Parce que c'est pas cabinet de recrutement. Ok. Je connais pas les cabinets de recrutement, c'est pas ma cible. Alors, je dois dire que je connais mal les cabinets de recrutement, moi aussi. Donc, j'aurais du mal à répondre. On voit sur LinkedIn des cabinets qui, moi j'en ai 2-3 en tête qu'on va tourner. Ils essaient de créer du contenu, donc soit du contenu vidéo, soit du contenu écrit, des blogs, etc., pour essayer d'avoir une légitimité. Ils appliquent un peu des recettes inbound pour essayer d'acquérir une légitimité sur le marché et du coup d'être identifiés par les candidats comme des experts. Mais je ne saurais pas dire si ça fonctionne ou pas. Et j'ai pas le sentiment que ce soit la norme parce que les cabinets de recrutement, pour l'essentiel, sont quand même de toutes petites structures. Hein. C'est un marché qui est extrêmement éclaté pour cette raison-là, en fait, ils n'ont pas les ressources en interne qui leur permettent d'aller comprendre ce qu'il faut faire et s'ils le comprennent, en tout cas, d'avoir le temps d'aller parce que écrire. Hein, on est bien placés tous pour le savoir ici. C'est extraordinairement chronophage et coûteux. C'est une stratégie qui est intéressante, mais il faut une certaine taille critique en fait. Je voulais rebondir sur 2 points. Moi, déjà, le premier point, là, t'évoquais la question de l'organisation. Moi, c'est une de mes convictions. Alors, j'ai envie d'écrire un bouquin là-dessus, mais c'est compliqué. On n'a pas encore tous les bons outils et tout. C'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, les organisations par métier, RH, marketing, opérations, etc., où les gens sont réunis dans les entreprises en fonction de l'école qu'ils ont faite, sont quand même de plus en plus absurdes et que ce qui est important, c'est de construire des organisations transverses autour du process et de l'objectif que tu veux atteindre. Et là, c'est ce que tu décris est quand même hyper intéressant chez Decathlon, entre opérationnels et marketeurs qui s'occupent du process RH ensemble de façon transverse, en formant les uns et en mettant en place les outils de l'autre côté, etc. On n'est plus du tout sur un process qui appartient au RH. Et avec des RH entre eux qui font le job, on est sur un process éclaté, désiloté entre des opérationnels, des marketeurs et des RH certainement à un moment donné quand même. Mais c'est hyper intéressant ce qui se met en place et ce sur quoi les entreprises doivent travailler. Et moi, je crois beaucoup à ces visions processées de l'acquisition, de l'expérience client. Et ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'un jour on reviendra dans un bouquin, même si c'est pas le bouquin le plus facile à faire. Ça, c'était pour l'aparté. Et puis, pour revenir sur le sujet, pour une boîte comme Decathlon ou pour tes clients,
Quels sont, tu viens de parler un peu de contenu mis en place par les cabinets de recrutement et les stratégies inbound, mais quelles sont les stratégies d'acquisition qui fonctionnent bien, qui apportent des flux réguliers de candidats qui permettent après de mettre en place ce processus complet d'acquisition? En fait, c'est une bonne question parce que la réponse c'est que il y en a pas un. Et, bien sûr, toujours. Et du coup, je dis ça sans malice, c'est-à-dire que du coup, ça veut dire que le flux que cherche l'entreprise et le type de métier qu'il cherche dépend pas uniquement du métier ou des outils, il dépend aussi du bassin de l'emploi. On a dans nos clients le réseau Renault également, 4500 points de vente en France, une pénurie dans les métiers du SAV, tout ce qui est carrosserie, peinture, etc., etc. Le carrossier peintre, il le cherche pas de la même manière à Lille et à Nice. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises doivent vraiment bien intégrer dans leur stratégie d'acquisition. Et du coup, en fonction de la géographie, par exemple, eh bien, le canal d'acquisition va pas forcément être le même. On sait qu'il y a des supports qui marchent très bien en province et d'autres qui marchent pas du tout à Paris. Donc, ou qui marchent que à Paris et pas en région. Donc, tu peux donner des exemples? On sait que le groupe Yaro est efficace à Paris, par exemple, moins en région. Ça veut pas dire que c'est pas efficace du tout. Et encore une fois, ça va peut-être dépendre du métier. Donc là encore, c'est le test and learn est obligatoire. Dans des outils, dans les plateformes de recrutement, en tout cas celles qu'on propose, le recruteur a la capacité de comprendre quand il met 10 euros, quel est son retour sur investissement, puisqu'il sait d'où viennent ses candidats. Et en fait, on s'aperçoit que trop d'entreprises, lorsqu'elles sont prospects, regardent combien ils ont investi, combien ils ont eu de candidatures. Et ils jugent finalement la performance du support ou de la campagne sur le nombre de candidatures. Mais non, la performance de la campagne n'est pas sur le nombre de candidatures, elle est sur le nombre de candidats recrutés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder. Et on s'aperçoit que finalement, le nombre de candidats recrutés sur un support peut être extrêmement variable en fonction des régions. Bon, ensuite, ça c'est le support, j'ai envie de dire classique, site emploi. Mais on peut aller faire de la campagne sponsorisée, on peut aller imaginer de faire des campagnes locales d'affichage, pourquoi pas. Il faut évidemment gérer la cooptation. La cooptation, dans les bonnes boîtes, c'est au moins 30% du recrutement. 30%. C'est colossal. Et c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide et beaucoup plus certain avec moins de turnover que d'autres supports. Donc voilà, il n'y a pas une réponse. Malheureusement, la stratégie d'acquisition, elle dépend de beaucoup de facteurs. Elle demande beaucoup d'énergie et elle demande surtout de regarder en analytique à chaque fois ce qui est fait, quel est le résultat. Chloé ? Est-ce que je me demandais, quelle est ton expérience avec la gestion de vivier de talent en externe ou en interne? Ça j'adore j'adore parce qu'en fait le vivier c'est le fantasme de toutes les entreprises. Moi j'ai pas souvenir d'avoir rencontré un seul prospect qui m'a dit vous savez quoi, on a un objectif, c'est d'avoir un vivier. Et en fait la réalité c'est que les viviers sont rarement utilisés pour plein de raisons. La première c'est que il faut avoir une stratégie de création de vivier et ensuite s'il n'y a pas une stratégie d'animation de vivier, globalement ça sert à pas grand chose. Parce que le vivier qui est pas animé, c'est comme un pool de clients qui reçoit jamais de communication de sa marque préférée. Il oublie la marque. Le candidat, il oublie le client pour revenir à notre thème de départ. Ensuite, le vivier, il doit être bien structuré parce que sinon, ça devient un fourre-tout. Et si on prend pas le soin de bien séquencer, de bien identifier chaque typologie de candidats, on n'est pas capable d'aller chercher dans ce vivier ceux qui sont bien ou ceux qui sont pas bien ou ceux qui ont telle ou telle compétence à tel endroit, etc., etc. Donc voilà, c'est là que l'IA va peut-être apporter un début de réponse en se disant j'ai une offre d'emploi, j'ai un vivier, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place chez nous et j'appuie sur un bouton puis j'ai des bons candidats qui ressortent. C'est un début de réponse d'exploitation efficace du vivier, mais avant toute chose, le vivier doit être bien ordonnancé, c'est bien organisé, il doit être très structuré. Ça demande beaucoup de rigueur. Et c'est très difficile. Oui. Très difficile. Oui, parce que quand on a un flux de candidats, quand on reçoit 100, 200 candidats par jour, le recruteur, il a du mal à se dire, il faut que je passe 10 secondes par candidature, à aller mettre les bons tags de compétences en fonction de mon référentiel pour que dans 6 mois peut-être, je retrouve le bon candidat. Lui, il a besoin de pourvoir son poste rapidement et donc sa mission, c'est ça. Et donc, c'est très difficile qu'il accepte de prendre du temps pour le futur. Et c'est l'un des enjeux qu'il faut craquer dans les boîtes, c'est de se dire, en fait, c'est finalement très peu de temps investi pour beaucoup de temps gagné plus tard.
Et voilà, c'est néanmoins essentiel. Et si on fait pas ça, le vivier, en fait, il sert à rien. Ouais, le vivier, il demande un travail en continu, en fait. Il s'entretient en permanence. Il y a même, si on pousse la logique jusqu'au bout, une notion de community management, quelque part. On est censé tout à fait, garder le lien, apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui sont dans le vivier. Donc ça aussi, c'est un autre métier, en fait, quelque part. Tout à fait, tu as raison. Et non seulement c'est un autre métier de l'animer, c'est-à-dire le ressort intellectuel qui se dit tiens, je vais animer ma base, mais ensuite c'est un autre métier que d'écrire les contenus. Parce qu'une fois que je sais que je veux l'animer, parce que j'ai compris que c'était mon sens, et j'écris quoi, à quelle fréquence, à quel moment le contenu ça va être trop ou pas assez, c'est un autre métier. Et ensuite, il faut que je l'adresse à mes candidats. Donc, il faut que je fasse, même si on peut le faire maintenant depuis les plateformes de recrutement, il faut quand même que je fasse des pools de candidats qui ont une certaine logique. Il faut pas que je les sollicite trop. Donc ça, c'est un troisième métier. Et donc finalement, on a trois métiers qui doivent se réunir dans une salle pour décider ensemble de comment j'adresse mes candidats et comment je les anime pour garder le contenu. Pour vous donner une petite anecdote comme ça, sur 150 clients qu'on a aujourd'hui, je crois qu'on a apporté 3 fois le vivier de l'outil précédent qu'on a remplacé. 3 fois seulement. C'est dire que le vivier qui est en place généralement dans les entreprises, il a finalement à leurs yeux peu de valeur tel qu'il est organisé aujourd'hui. Il y a quelques exceptions. Les exceptions sont dans les ESN, évidemment. On comprend bien pourquoi. J'imagine que dans les cabinets de recrutement, c'est pareil. Mais bon, là, c'est la matière première, donc c'est un peu différent. Oui, tout à fait. Il y a Asna qui nous pose une nouvelle question. Quel est l'état de santé du recrutement pendant cette période de crise sanitaire ? Comment les entreprises clientes s'y mettent, comment elles ont adapté leur processus aussi par rapport à la Covid, le fait qu'elles soient en télétravail. Il y a eu un impact, l'impact le plus fort auquel je pense, c'est la nécessité d'accueillir des nouvelles recrues à distance. Donc le fait complètement révolutionnaire de voir arriver, révolutionnaire dans certaines entreprises, d'autres connaissaient déjà, mais de voir arriver des nouveaux collaborateurs qui n'ont jamais vu ni les bureaux ni les autres membres de leurs équipes, à part par visio interposée. Donc ça a demandé chez certaines entreprises un effort considérable pour écrire en fait des process qui n'étaient pas écrits jusqu'à présent, et puis écrire des process nouveaux sur l'intégration de leurs collaborateurs en temps de télétravail. Ouais, ça a été un des gros challenges des RH. Ouais, ça sur la partie onboarding, je partage évidemment totalement ce que tu dis, Chloé. Après, sur la partie plus macro, c'était la question autour de comment s'est comporté le marché du recrutement. Premier confinement, écroulement total évidemment du marché. La plupart des entreprises ont clôturé leurs offres d'emploi, suspendu leurs offres d'emploi plus exactement, dans l'attente. Mais la France était en état de sidération. Et la France est composée de ses habitants et les habitants sont dans les entreprises, donc tout le monde était sidéré. Ensuite, il y a eu un phénomène très étrange au moment du déconfinement, du premier déconfinement. Il y a eu un volume de candidatures multiplié par 3 par rapport à ce qu'on connaissait. Ça a été incroyable. Alors, on ne sait pas tout à fait l'expliquer. Les hypothèses, c'est que beaucoup de candidats ont dû se poser la question de savoir si leur entreprise allait supporter la crise et ont anticipé un éventuel changement de job. Mais on a vu un volume de candidatures affluer, multiplié par 3, ce qui est juste complètement dingue, qui correspondait néanmoins pas à la demande. Après, c'est des histoires de secteur. Dans l'alimentaire, les offres d'emploi ont globalement été maintenues, forcément, puisque les magasins étaient ouverts. Dans d'autres secteurs, ça a été beaucoup plus restreint, beaucoup d'attentisme. Et en fait, nous, ce qu'on observe, c'est surtout ça. Beaucoup de dynamique en termes de renseignements sur l'outil qu'il faudra pour demain, mais beaucoup de temporisation aussi de la part des entreprises généralement parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et donc voilà, là ça se débloque, mais on a un calendrier de déconfinement clair, on a une stratégie vaccinale, etc., etc. Donc on comprend la projection dans le futur qui est en train de s'opérer. Ça a quand même été des montagnes russes, faut être clair. Ouais, je pense que on va le voir à plus long terme.
Mais il est certain que le télétravail, en fait, a aussi, amené beaucoup de salariés à se poser des questions sur leur poste, sur le sens de leur travail, sur ce qu'ils avaient envie de faire. Ça a pas mal bouleversé certains positionnements chez les collaborateurs, et peut-être que ça aura aussi un impact sur les mouvements et les candidatures. À voir. Une question de Manuel qui demande, qui aime bien le concept de taguer les candidats pour des postes futurs, mais qui dit que c'est surréaliste dans la mesure où les gens sont même pas bien capables de taguer les opportunités en interne. Est-ce que ça fait partie de ta suite d'outils? Est-ce qu'il y a des outils pour que les DRH connaissent mieux leurs troupes? Faudrait préciser ce que ça veut dire connaissent mieux leurs troupes. Parce que je suis pas sûr de bien. J'imagine que c'est un peu une vision du parcours compétences des collaborateurs. Ça doit être ça qu'évoque Manuel. Alors, moi, je suis pas. Nous, on est sur la partie recrutement. Hein. On est sur la partie allemand. On n'est pas sur la partie vraiment collaborateur. Donc, je ne veux pas parler sans savoir. Mais dans les entreprises que je connais, il y a des référentiels de compétences. Donc, normalement, c'est au manager d'aller mettre les bonnes compétences sur ses collaborateurs. J'imagine que c'est ça. En tout cas, si je devais répondre sur la partie recrutement, c'est comme ça qu'on procède. C'est-à-dire qu'on dit à l'entreprise de créer un référentiel de compétences au sens large le plus resserré possible. La tentation, c'est souvent d'aller créer quelque chose avec une arborescence de compétences extrêmement large, extrêmement fouillée, extrêmement pointue. Ça, c'est l'erreur parce que, en effet, je partage l'avis qui a été donné juste avant. C'est quasiment inexploitable, c'est beaucoup trop long, et donc on s'y perd et on peut pas demander au manager de faire ça. Par contre, si le référentiel de compétences est resserré, poser un tag, ça prend juste le temps d'un clic. Enfin, c'est très très rapide. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait. Ce qui est certain, c'est que si c'est pas fait, et ton outil de recrutement, il est lié au référentiel de compétences qui existe par ailleurs. C'est des choses qui sont liées entre eux. C'est un choix de l'entreprise de le lier ou de pas le lier. On va pas parler de sujets informatiques, de liens par API et compagnie, parce que il y a des SIRH qui imposent des référentiels de compétences extrêmement compliqués et qui sont in fine assez loin de la réalité du terrain. Quand on fait du recrutement, on explique à nos clients que l'objectif c'est de faire simple et le plus proche de la réalité du terrain en s'affranchissant de contraintes IT qui peuvent exister dans d'autres systèmes pour après. Donc, il faut essayer de faire toujours le plus simple possible. De toute façon, on ne peut obtenir de ces collaborateurs quelque chose qu'à la condition qu'ils y trouvent de la valeur, et ils y trouveront de la valeur s'ils utilisent le vivier, et ils utiliseront le vivier que s'ils l'ont correctement tagué. Donc, c'est le chat qui se mord la queue, sauf si on arrive à faire comprendre à ses aimants que l'effort est faible et l'enjeu étant important, le bénéfice l'est aussi. On a une autre question de Benoît Martin. Quelle est la performance des ads Google, LinkedIn, Facebook dans l'acquisition? Alors, je pense que tu as donné une partie de la réponse en disant que c'est pas la même selon les bassins, etc., et selon les métiers. Ouais, alors là, si en plus on parle de... Vas-y, Chloé, vas-y. Ça dépend vraiment de son ciblage et de qui on veut cibler. Parce que, si on a une visibilité, si on est une grande marque, par exemple, on s'appelle Renault, on s'appelle Decathlon, la performance, je sais pas s'il faut absolument passer par des annonces sur LinkedIn ou Facebook ou Google, parce que on va être trouvé et recherché. Ce qu'on recherche, c'est pas forcément la visibilité. Donc, par contre, si on est une marque inconnue, une petite, une PME inconnue, pourquoi pas utiliser Facebook, utiliser Google, mais tout va dépendre de qui on cible. C'est-à-dire que si vous ciblez des jeunes, vous n'allez pas lancer des ads sur Facebook, par exemple. Si vous ciblez des jeunes, LinkedIn pourrait ne pas être non plus le réseau adapté. Donc, c'est vraiment très variable d'un secteur à l'autre, d'une cible à l'autre, je dirais. Donc, difficile de donner une réponse comme ça globale. Et c'est tout l'intérêt de la méthode d'acquisition de talent
et donc la méthode Acquisition Strategy Design adaptée au recrutement qu'on va vous présenter dans quelques minutes, c'est justement de travailler sur les parcours collaborateurs spécifiquement à partir de leur métier, à partir du bassin d'emploi sur lequel vous vous trouvez, pour que on puisse construire la stratégie la plus adaptée. Hervé, un petit complément là-dessus? Le complément, c'est juste de se dire que l'entreprise doit faire face à deux choses. C'est quelle est la cible en termes de métier. Donc, on peut être un acteur de la grande distribution et rechercher un expert SEO et donc utiliser des ads ou être capable de payer du 2 €, du 3 € au clic sur LinkedIn parce que c'est l'enjeu. Mais en même temps, la même entreprise peut avoir envie d'utiliser des ads plutôt sur Indeed en espèces pour avoir beaucoup de volume. Donc, il y a des boîtes quand même qui ont des gros enjeux de volume, et dans ces cas-là, ces campagnes-là sont très efficaces. Donc finalement, l'ADS, elle a pas un résultat unique, elle dépend de plein de facteurs. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours regarder combien ça coûte et combien ça rapporte. J'ai coutume de dire dans la boîte, on se fout de savoir ce que ça coûte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de savoir ce que ça rapporte. Et donc c'est ça l'enjeu principal. Et je pense que c'est un des axes de progrès que doivent faire les boîtes, de s'intéresser davantage à la performance des supports qu'ils utilisent. Et je dis bien la performance, c'est le nombre de recrutements qui sont faits, c'est pas le nombre de CV qui sont reçus. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même clé, et en marketing, on apprend bien ce genre de choses. C'est bien que les questions, elles aient eu lieu maintenant. Là, ce que je vous propose, c'est de passer un peu à la présentation de la méthode, Chloé. Oui. De présenter. Alors, on est sur la deuxième partie du livre. La première partie, elle sera sur la marque employeur, dont on a un peu parlé aussi et qu'on vous présentera. Je pense que c'est dans 2 semaines, un truc comme ça. Une dernière question d'Asna. Selon vous, quels seraient les KPI sur l'employabilité pour acquérir des candidats de qualité? Quelle stratégie adopter dans les entreprises? Allez, Chloé, c'est pour toi, c'est là. Moi, je suis pas un expert RH. Moi, je suis une experte marketing. Des candidats de qualité, c'est-à-dire en fait hautement qualifiés, rares, enfin des candidats avec des compétences rares, c'est ça? Parce que des candidats de qualité, j'imagine que voilà, on cherche tous à acquérir des candidats de qualité. Asnae? Bon, on va passer. Non, mais je peux. Ça sèche, donc, au potentiel. Ouais. Oui, d'accord. Au potentiel. Les KPI sur l'employabilité. Moi, j'aurais envie de parler de la qualité peut-être de l'expérience candidat. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. C'est peut-être un point sur lequel les entreprises auraient intérêt à insister quand ils cherchent des candidats de qualité. C'est-à-dire que on a parlé des outils qui permettent de gagner du temps et qui permettent, en fait, les outils, non seulement ils permettent de gagner du temps et de l'argent aux entreprises, mais ils permettent aussi d'offrir aux candidats une expérience de haute qualité. Donc, quelque chose de fluide, quelque chose où on n'est pas contraint, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut soit créer un compte candidat, soit pas le faire. On peut candidater en moins de 5 minutes, par exemple. Donc, toute cette haute qualité de l'expérience candidat pourrait être une façon d'attirer les meilleurs candidats. Je pense aussi à tout ce qui est fait autour de la marque employeur. Hervé en a beaucoup parlé. Je pense que un travail de qualité sur la marque employeur, donc tout ce qui est vraiment se doter d'une identité employeur différenciante, forte, attractive, avec des valeurs spécifiques. Et puis évidemment tout ce qui, pas seulement les valeurs ont de plus en plus d'importance dans l'attractivité de l'entreprise aujourd'hui, surtout dans les générations les plus jeunes, mais pas que. Mais les candidats à haut potentiel, en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est la question clé qu'il faut se poser, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a réfléchi pour construire notre méthode. Ils recherchent quoi? Et donc l'idée, c'est d'aller communiquer sur les réponses qu'on a apportées à leurs besoins. Donc,
là aussi, c'est une réponse de Normand. Quelle stratégie adopter? Moi, je pense travailler à fond sur les besoins et les attentes de ces candidats au potentiel et répondre à travers la communication RH et donc la marque employeur et à travers l'expérience candidat qu'on propose. Ouais, et une des manières peut-être, si on cherche vraiment du KPI, c'est de mesurer le taux de candidature retenue versus le taux de candidature reçue. Et puis de toujours faire attention à mesurer aussi le volume de candidats qui restent dans l'entreprise, c'est-à-dire de tenir à jour un tableau de bord de suivi de renouvellement de période d'essai, parce qu'en fait c'est un KPI clé. Alors il n'est pas forcément lié au potentiel. Sur les hauts potentiels, c'est plutôt le premier. Je veux peu de candidatures, mais je veux qu'elles soient qualifiées. Donc faut concevoir un process de candidature qui est adapté, probablement assez ciblé, avec des questions. Et puis ensuite, de voir combien passe le premier tour et en combien de temps on est capable de les topper. Voilà, de les convertir, pour parler plus marketing. On attaque la méthode? Ouais. Allez. On essaiera de laisser un tout petit peu de temps à la fin pour d'autres questions. Donc la méthode dédiée au recrutement ou à l'acquisition candidat. Alors je vais passer directement. C'est une méthode en 4 étapes, comme toutes les méthodes 1 minute 30, qui permettent en fait à la fois en 4 mouvements d'ouvrir la réflexion, puis de la resserrer, la réouvrir à nouveau et la resserrer pour aboutir à un plan d'action. Ouais, on est toujours très inspiré du design thinking. Donc c'est ça. Je passe. J'ai pas de moyen d'arriver directement à la page concernée, donc je fais défiler les pages du livre pour arriver à la page 138 qui vous présente les 4 étapes. On commence toujours. Ça permet de voir rapidement à quoi ressemble le livre. On est sur la même démarche que Acquisition Strategy Design en étant très visuel, très lisible. On a fait un gros effort de pédagogie. On a interviewé des gens passionnants comme Hervé qu'on voit là à l'écran. Attention, un tout flatteur vite aux dépens de celui qui le flatte. Voilà. Enfin voilà, on a essayé de faire en sorte que vous puissiez tous vous approprier le livre, comprendre les méthodes, l'appliquer par vous-même, être indépendant et autonome dans ce travail de construction de marque employeur, dans ce travail de construction de stratégie d'acquisition talent ou candidat, ou dans ce travail d'expérience collaborateur. Et là, cette méthode-là, typiquement sur l'acquisition de talent et de candidats, est très proche méthode Acquisition Strategy Design sur l'acquisition client. On part du même présupposé qu'il faut très bien comprendre son collaborateur. Et je te passe la parole, Chloé. Oui, voilà, c'est une méthode inspirée directement du marketing, de la même façon qu'on réfléchit à un parcours d'achat en se centrant d'abord sur les attentes, les besoins et les comportements du client. Là, on propose en fait de construire un plan d'action recrutement en se centrant sur les besoins et attentes et comportements des candidats. Donc, c'est ça qui est intéressant. On se pose tous la question comment construire notre stratégie d'acquisition candidat, avec quels outils, en choisissant quels canaux, parce qu'il y a une multitude en fait de points de contact et de canaux et que les parcours ne sont pas linéaires, on le sait bien. Et donc, nous, on propose de revenir à la base, qui est de comprendre le candidat, et c'est seulement à partir de cette base-là qu'on peut faire ensuite des choix qui découlent du simple bon sens, finalement. Donc, la première étape, comme dans l'acquisition de stratégie design, c'est de comprendre le candidat. Et là, on utilise des outils très visuels, comme ce qu'on a appelé le canevas d'acquisition candidat. Je pourrais y revenir un peu plus en détail ensuite. On a une dizaine de questions qui s'intéressent donc à toutes les actions, attentes et besoins du candidat du moment où il démarre son parcours, c'est-à-dire très en amont, il commence à se dire qu'il va chercher un emploi, jusqu'au moment où il signe son contrat de travail, et même on va jusqu'à une semaine après l'intégration pour bien
parce que bon, on aurait pu aller jusqu'à 3 mois après, mais pour bien faire comprendre que même les premiers jours de l'intégration font partie du parcours candidat à part entière. On a une deuxième partie qui est la formalisation du parcours. Donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions et qu'on a bien compris notre candidat ou nos candidats, parce qu'en fait, chaque canevas peut être consacré à un profil type de candidat. Donc, une fois qu'on a toutes ces données, on va les formaliser dans des étapes de maturité. Étape 1, le candidat découvre le marché. Étape 2, il envoie une candidature, etc. Et à chaque étape correspond un certain nombre d'actions. C'est la ligne 2. Et puis, on s'intéresse aussi à l'expérience émotionnelle du candidat, qui n'est pas neutre. En particulier, on sait bien que chercher un emploi, c'est loin d'être facile et ni une partie de plaisir tous les jours. Donc, ça peut être intéressant de prendre en compte ces émotions tout au long du parcours. Les parties 3 et 4 de la méthode, elles nous font revenir du côté de l'entreprise. 1 et 2, on était vraiment du côté candidat. 3 et 4, on se remet dans notre peau de recruteur et on complète le parcours avec la matrice de recrutement. Donc, on a 4 lignes qui viennent s'ajouter à la matrice et qui sont tous les leviers d'action que peut mettre en place l'entreprise pour répondre aux besoins et attentes et actions du candidat. L'idée, c'est vraiment de faire progresser le candidat dans son parcours et d'aller le chercher là où il se trouve. Et vu qu'on a une action du candidat en face, nous, on peut mettre une action d'acquisition en face qui le fait progresser. Et en décomposant comme ça ce film du parcours candidat, on est capable d'agir à chacune de ces étapes pour aller le chercher là où il est. Et effectivement, tu l'as dit, chaque parcours candidat va dépendre du métier, de la profession et potentiellement aussi du bassin d'emploi. Et c'est à vous de faire ces choix en amont du travail d'atelier pour savoir sur quel parcours vous voulez vous concentrer et quelles actions vous voulez mettre en place sur ce parcours spécifique. Oui. Et alors, une fois qu'on a observé tous les leviers qu'on pouvait mettre en place, donc la partie 3, c'est vraiment une partie à nouveau d'ouverture de la réflexion. On se limite pas, c'est du brainstorm. On va chercher tous les leviers possibles. Et puis, on s'intéresse aussi justement aux KPI, donc à chaque action et à chaque levier mis en place correspondent des KPI intermédiaires pour juger de l'efficacité du levier utilisé. On a aussi toute une ligne qui s'appelle organisation, qui permet de réfléchir aux équipes qui sont partie prenante dans la mise en place de ce levier. Est-ce que ce sont, parce que il peut y avoir les équipes de com, les équipes RH, les équipes marketing, les équipes SI, etc., etc. Il faut bien sûr, quand on a plein d'équipes qui participent à la mise en place d'un même levier, il faut se demander qui va être leader, sinon ça risque d'être compliqué de faire avancer efficacement l'action en question. Et puis, on a sur la dernière ligne une réflexion sur les outils et supports. En particulier, là, il s'agit en fait de se demander quels sont les outils et supports qui permettent de nourrir notre réflexion sur ce levier d'action. Est-ce qu'on a, nous, des retours terrain? Est-ce qu'on a des retours des managers? Est-ce qu'on a des retours des candidats? Comment est-ce qu'on peut en fait décider de quel levier va être prioritaire dans nos actions. Parce que tout ce qui est retour du terrain va être intéressant pour faire des choix. Et puis aussi, les outils et supports, c'est tout ce qui va être tous les outils qu'on a ou qu'on devrait acquérir pour pouvoir mettre en place le levier en question. Et la dernière étape, qui est la dernière étape dans toutes les méthodes 1 minute 30 et logiquement, c'est la mise en place du plan de recrutement. C'est-à-dire que dans la matrice, on a ouvert la réflexion et on a eu l'idée de plein de leviers, d'outils et de choses à faire. Dans la partie 4, on va prioriser les actions évoquées parce qu'on peut pas toutes les faire en même temps, parce qu'il y en a qui sont des quick wins
avec des impacts importants et puis faciles à mettre en place. D'autres qui vont nécessiter beaucoup plus de temps, de réflexion ou d'investissement plus important ou de formation en interne. Donc, on propose tout simplement de remplir une matrice, enfin un plan d'action avec quelles actions, quoi, comment, pour quels objectifs, et on les hiérarchise dans le temps et aussi en fonction de leur impact. Alors, je pourrais peut-être montrer rapidement quelles sont les différentes questions du Canva pour connaître les attentes et besoins de ces candidats. Voilà le Canva. Alors, je ne sais pas si on le voit bien parce qu'il y a les photos. On peut bouger les photos? Non, ouais, si, voilà. Non, c'est pareil. C'est pareil. Je vais le mettre en bas. Ouais. Là, on sera bien. Ok. Donc, pour connaître son candidat, on a imaginé une dizaine de questions qui permettent de faire le tour des besoins et attentes. Toute la partie de gauche, elle est consacrée au candidat qui en est encore au début de sa recherche. Il prend connaissance du marché. Il est surtout dans un moment de recherche d'informations. Et sur la partie droite, il a déjà identifié les secteurs ou les entreprises chez qui il avait envie de candidater. Et à ce moment-là, il prend contact avec l'entreprise ou bien il approfondit sa recherche. Et puis surtout, il candidate. Donc, c'est consacré à tout ce moment de candidature proprement dite. Donc, on a tout ce lot de questions sur la gauche. Déjà, on se demande qui est notre candidat. Donc, on dresse un profil relativement détaillé de notre candidat, profil en termes d'âge, en termes de localisation, en termes d'expérience et de compétences. Mais aussi, on peut se demander dans où il en est en fait. Où il se trouve? Est-ce qu'il est encore en train de faire ses études et il a bientôt terminé? Est-ce qu'il faut aller le chercher avant même qu'il ait passé son diplôme? Ou bien est-ce qu'il a une notion d'urgence dans la recherche? Ou bien est-ce qu'il est extrêmement courtisé ou pas? Enfin, on essaye d'affiner son profil. Et aussi son attitude dans la situation. Est-ce qu'il est passif? Est-ce qu'il est très actif et proactif? La question 2, c'est comment il fait sa recherche au démarrage. Donc ça dépend aussi beaucoup du profil. Quel réseau il utilise? Est-ce que ce sont des réseaux extrêmement spécifiques et spécialisés, ou bien est-ce que c'est quelque chose de très généraliste? Est-ce qu'il peut-être qu'il fait tout simplement ses recherches sur Google et LinkedIn? Oui, je vais t'interrompre un peu parce qu'on va pas pouvoir balayer toutes les questions. Très juste, ouais. Elles sont toutes présentes dans le livre et détaillées. Je vais d'ailleurs avancer sur les pages du livre pendant que je vais passer la parole à Hervé, déjà pour avoir son retour, son sentiment sur la démarche. Faut savoir qu'on fait tout ça souvent dans des logiques d'intelligence collective, dans des ateliers. Ça permet de faire travailler tout le monde de concert, de mettre à plat la compréhension des candidats pour que on construise conjointement aussi la stratégie, le plan d'action, qu'on décilote, comme tu l'as expliqué chez Decathlon, la façon de procéder, et que dans ces ateliers, on retrouve des opérationnels, des RH, des marketeurs, et que ce soit pas fait tout seul dans un coin par l'une ou l'autre de ces professions. Ouais, juste pour un commentaire rapide, c'est extrêmement utile dans une entreprise d'avoir des repères, de pas aborder le recrutement de manière empirique, mais bon, plein d'entreprises le font déjà. Ce qu'apporte le bouquin, c'est une méthode qui permet de balayer l'ensemble des sujets qui doivent être vus, et donc de vous assurer qu'il n'y a pas un bout, un pan, une idée qui aura été mise sur le côté, en rassemblant en effet toutes les équipes autour de l'objectif. J'y ajoute un élément important qu'on partage, qui est à notre avis clé, qui est la vitesse du recrutement. Donc, la méthodo est au service de la vitesse. Le recrutement est un enjeu business. Ceux qui me connaissent savent que c'est mon credo, j'en ai fait un bouquin, mais c'est la clé de la clé de la clé. Je veux dire, donc voilà, il faut aller vite. La méthode est une bonne manière d'aller vite. On parlait haut potentiel tout à l'heure. Un haut potentiel, ça se close en 10 jours. Sinon, il va ailleurs. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Un bon candidat, ça se close en 10 jours.
Au-delà, c'est trop long. Toutes les startups le savent. Et donc, la méthode vous permet d'être prêt pour être capable d'aller extrêmement vite dans vos recrutements stratégiques. Et on va considérer que dans une entreprise, tous les recrutements sont stratégiques. Sinon, pourquoi recruter? Pas pour dépenser de l'argent. Donc, voilà, c'est un bon moyen d'être prêt, d'être très pro, très carré, de rien oublier et de se donner toutes les chances d'attirer le bon candidat le plus vite possible. Tu parlais un peu de contenu tout à l'heure. Là, je viens de voir la page sur les contenus dans les stratégies d'acquisition candidat. Pour toi, quelle est la place du contenu aujourd'hui dans l'acquisition? Tu disais que c'était long, que c'était compliqué, que c'était pas pour toutes les boîtes. Ouais, elle est énorme. Hein. C'est gentil de me poser cette question-là. Je rappelle que chez Digital Recruiters, on s'est différencié notamment en ajoutant à l'ATS une brique marque employeur, en inventant un site carrière qui justement fait la part belle aux vidéos, aux photos, etc. Mais surtout, elle le fait par offre d'emploi. C'est-à-dire qu'on contextualise chaque offre d'emploi avec le mot du recruteur ou le mot du manager, avec des photos de l'endroit dans lequel le gars va bosser, ou l'équipe, ou etc., etc. Donc, on projette le candidat dans son job. Tout ça n'est possible qu'à la condition qu'il y ait un certain nombre de contenus qui viennent soutenir l'attractivité de la société. Il faut aussi penser qu'au-delà des photos et des vidéos, au-delà des informations qui sont données, le ton est un élément essentiel. Le ton en marketing, c'est ce qui va véhiculer l'image et les valeurs de la boîte. Et donc, on est toujours très, très attentif en expliquant à nos clients que c'est bien d'avoir fait un beau site carrière, d'avoir mis des belles choses et d'avoir un contenu qui donne envie, etc. Mais si l'offre d'emploi, elle reste ce qu'elle est quasiment tout le temps, c'est-à-dire un contenu ultra corporate, mission, profil, compétences, dans lequel l'entreprise a su traverser la crise, etc. En fait, on fait chier tout le monde. Et donc, le château qui a été construit avant, en fait, il s'écroule parce que il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de cohérence dans le contenu qui est exposé au candidat, ce qui va concerner sa propre mission. Donc pour nous, le contenu, c'est l'essentiel. Mission, profil, compétences, c'est nécessaire. Donc c'est aussi nécessaire que les CV, quoi qu'en disent les gens qui rêvent que tout ça disparaisse. Au bout d'un moment, il faut quand même dire qui on est, hein, ça part de là. Et puis une fois qu'on a écrit une offre d'emploi qui est écrite avec le ton de la boîte, on doit projeter le candidat dans son job et pour ça, il faut utiliser des contenus adéquats, que ce soit des photos, des vidéos ou des interviews des gens avec qui la personne va travailler. Donc ça, c'est clé. Il faut travailler sur ces sujets-là. Et nous, on s'est emparé de ça pour proposer une plateforme extrêmement simple à utiliser. Je suis pas là pour faire ma pub, mais juste pour comprendre la logique, la cohérence qu'on essaie de proposer à nos clients. C'est pas juste un discours. Juste pour finir, imaginez mission de profil candidat. Je prends le job d'un vendeur chez Peugeot. Je prends la même offre d'emploi que j'ai trouvée sur Monster pour Renault. J'enlève, je cache les deux logos. Quelle est la différence de job ? Si le ton est le même, si le job est le même et s'il n'y a aucun élément de contextualisation, comment voulez-vous qu'un candidat se dise « Waouh, j'ai envie de bosser chez Peugeot » ou « Waouh, j'ai envie de bosser chez Renault ». Ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Peugeot, c'est la compétition, Renault, c'est la famille. Donc, à un moment, le candidat, il doit se reconnaître à droite ou à gauche. Et si c'est bien foutu, il aura envie d'y aller, il aura envie d'aller vite, il va postuler motivé et vous allez le closer rapidement. Et tout le monde sera content. Pardon, je me suis animé, mais ça me parle. Non, mais je suis ravi d'avoir provoqué cette animation sur cette dernière question. Si je peux rajouter, on a une seconde sur les contenus, parce que projeter le candidat dans son futur job, c'est aussi, ça peut aussi passer par le mettre en contact ou lui permettre le contact avec des gens qui sont en place. Et donc discuter avec des collaborateurs, et ça se fait de plus en plus, et ça permet de le projeter aussi, de créer des liens, ça lui permet de poser des questions, ça permet d'être transparent. Donc c'est pas que du contenu fixe, enfin vidéo, c'est aussi du contenu vivant, avec des échanges, avec des Facebook Live, avec des questions-réponses, etc. On va juste répondre à la question de Renaud Carl très rapidement sur les bons candidats. Sont-ils dispo immédiatement et comment gérer un bon profil qui ne l'est pas? En fait, vous avez tout à fait raison. Alors non, les bons candidats sont généralement jamais disponibles immédiatement, sauf cas spécial. Et pour cette raison-là, il faut anticiper le recrutement. Donc c'est le fameux plan de recrutement dont parlait Chloé tout à l'heure. Et il faut immédiatement prévoir que lorsqu'on va lancer son recrutement, on aura la bonne candidature et qu'elle sera disponible que 3 mois plus tard. Donc il faut imaginer un process 5 mois avant l'entrée dans la boîte globalement pour se prémunir de ce genre de choses.
Merci beaucoup à tous les deux. On le voit, c'est très riche, mais on va continuer la discussion sur le marketing RH pour présenter les deux autres méthodes. Je crois que la prochaine fois, c'est dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine... Ouais, dis-moi. Je croyais que c'était la semaine prochaine, alors excuse-moi. Ouais. Non, semaine prochaine, si je me trompe pas, enfin ce que m'a dit Jérémy, et je serai malheureusement pas là parce que je serai en atelier, on va parler de vidéo marketing avec Momentum. Voilà pour le prochain webinaire. Merci à tous, merci beaucoup Hervé, ça m'a fait plaisir de te revoir. Merci. Merci. Tout pareil. Merci de m'avoir invité, Gabriel. Avec grand plaisir. Merci à tous, c'était très riche et merci pour toutes vos questions dans la salle. À la semaine prochaine avec Jérémy et Momentum. Salut. Au revoir. Salut à tous.